Salut à toi, merci de me retrouver dans notre calendrier de l'Avent de Baleines sous gravillon, dans lequel je te raconte les espèces les plus incroyables du monde, celles qui m'ont fait tomber de ma chaise quand j'ai appris leur existence. Et dans cet épisode, je vais te parler d'un oiseau qui s'appelle le kakapo, et qui est un énorme perroquet qu'on trouve en Nouvelle-Zélande et qui est incapable de voler, c'est sa plus grande caractéristique. Alors la devinette que tu peux faire à tes copains, c'est demande-leur de te citer un oiseau qui ne vole pas. Et là, ils vont tous te dire, ah ben attends, c'est facile, c'est les autruches, les dodos ou les manchots. Il y a un vaste choix. Mais maintenant, tu peux leur dire aussi, cite-moi un oiseau qui ne vole pas et qui vit en Nouvelle-Zélande. Alors là, tout de suite, tu vas voir que tu auras moins de réponses, mais tu en as encore qui vont te dire le kiwi, et il aura bon, ça fera l'affaire, parce que le kiwi, il vit en Nouvelle-Zélande et il ne vole pas non plus. Et donc là où tu peux les coincer gentiment, bien sûr, tes copains, c'est en leur demandant un oiseau qui ne vole pas, qui vit en Nouvelle-Zélande, et qui appartient à la famille des perroquets. Et là, tu verras que pas tout le monde connaît le kakapo. Et grâce à ce que je vais te raconter dans cet épisode, tu vas pouvoir éblouir tes copains-copines. Donc, le kakapo, il appartient à la famille des psittaciformes. Bon, en gros, c'est l'ordre de tous les perroquets, les perruches, les loriquets, tout ce qui a cette espèce de bec crochu, tu vois à quoi ressemble une perruche ou un perroquet. Donc comme tous ses cousins, il se reconnaît à son gros bec crochu hyper mobile et aussi à la façon dont les doigts s'opposent sur les pattes. Tu sais, il y en a deux devant, deux derrière. Et ça, c'est assez rare chez les oiseaux. En gros, tu vois, les oiseaux se subdivisent en deux grands groupes. Il y a 11 000 espèces d'oiseaux sur Terre que tu peux subdiviser en deux grands groupes. Tu as tous les oiseaux que tu connais de ton jardin, etc., comme les merles, les rouges-gorges, etc., tu as remarqué qu'ils avaient 3 doigts devant, un doigt derrière. Donc ça s'appelle les anisodactyles, ça veut dire en gros qu'ils ne sont pas symétriques. Et puis, les perroquets, mais aussi les chouettes, les hiboux, ils ont 2 doigts à l'avant, 2 doigts à l'arrière, et les pics aussi, ils sont célèbres pour ça, tu sais, les pics, le pivert, ils ont 2 doigts à l'avant, 2 doigts à l'arrière, et ça s'appelle zygodactyle. Voilà, tu sauras maintenant différencier ces 2 grands groupes d'oiseaux selon ce critère tout simple. Les perroquets, tu sais qu'ils sont très agiles, un peu comme les pics, ils sont capables de se promener le long de troncs verticaux, et ça, c'est pas tous les oiseaux qui sont capables de ça, et pour faire ça, il vaut mieux avoir 2 doigts devant, 2 derrière, c'est plus robuste. Alors ce kakapo, on dit aussi qu'il est aptère. En grec, ça veut juste dire qu'il est sans ailes. Il y a beaucoup d'animaux qui s'appellent aptères, par exemple le dauphin aptère, il n'a pas d'aileron. Ou le cormoran aptère au Galapagos, ça veut dire qu'il a des toutes petites ailes en forme de moignon. Alors, c'est le cas pour le kakapo, tu vois, ce terme, il est un peu trompeur parce qu'il possède des ailes, le kakapo, mais elles sont toutes petites et donc elles ne peuvent pas lui servir à voler. C'est ça, donc ce aptère, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Donc en plus d'avoir des ailes rikiki, le kakapo, il possède un bréchet atrophié. Et là encore, c'est intéressant parce que tu sais, le bréchet, c'est cette espèce de quille qu'il y a sur le sternum des oiseaux sur lequel s'attachent les muscles du vol. Et quand tu manges un poulet, ton poulet dominical, le bréchet, tu vois ce que c'est cette espèce de grand os plat sur lequel il y a les blancs de poulet. Voilà, c'est ça le bréchet. Le kakapo, c'est pareil, il n'a pas besoin de voler, donc il n'a pas de bréchet comme les autres oiseaux, là, tout grand, tout plat. Il est tout petit, son bréchet. À l'inverse, chez tous les oiseaux qui volent, ils ont même chez les poulets, tu l'observes, mais c'est encore plus développé chez les autres oiseaux, les goélands, etc. Tous les oiseaux qui volent, ils ont un bréchet qui est beaucoup plus allongé pour que leurs muscles du vol puissent s'attacher dessus. C'est ce qui est le plus important pour un oiseau qui vole, bien sûr. Alors comment expliquer le fait que le kakapo, il n'ait pas d'ailes ? Eh bien, comme pour les kiwis ou les manchots, qu'on trouve aussi dans l'hémisphère sud, on pense que le kakapo, il aurait perdu sa capacité à voler en raison d'une absence tout simplement de prédateurs terrestres, ce qui rendait la fuite par la voie des airs complètement inutile. Au cours de son histoire évolutive, qui a commencé il y a 30-40 millions d'années, le kakapo, il a développé des adaptations par contre très importantes à la vie sur le sol dans les forêts touffues de Nouvelle-Zélande, dans les forêts humides de Nouvelle-Zélande. Il possède déjà des pattes qui sont très robustes et qui lui permettent de parcourir de grandes distances sans trop se fatiguer. Ensuite, il a des grosses griffes, ce qui est très pratique pour grimper sur des obstacles, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Ensuite, son plumage, quant à lui, il est vert-jaune, marbré de gris, de noir, et il est idéal, c'est un excellent camouflage pour faire illusion dans l'abondante végétation de leur habitat. Et enfin, le fait de vivre à terre lui a permis de prendre du poids, et c'est un des plus gros perroquets du monde, puisque ce zigla fait 4 kilos, et c'est donc le perroquet le plus lourd du monde, sans aucune concurrence.
Le kakapo, c'est un oiseau qui est herbivore. Il se nourrit de fruits, de graines, de pollen et de feuilles. Et il est capable de saisir ses aliments avec une patte, puis de séparer avec son robuste bec très agile. Tu sais, les parties comestibles, tu as déjà dû voir ça, un perroquet qui se nourrit, c'est toujours très rigolo à regarder. Et ils sont très très doués pour éplucher une cacahuète ou ce genre de choses, avec leur langue, avec leur bec, avec leurs pattes. Et en fait, ceux qui les protègent, ceux qui les étudient, c'est comme ça qu'on essaie de les repérer, parce que en gros, ils laissent des petits tas de végétaux, là, des petits tas de fibres au sol, et c'est comme ça qu'on peut repérer ce petit poucet à plumes. Donc là encore, si tu veux voir à quoi il ressemble, regarde la vignette, l'image qu'il y a sur le podcast que tu es en train d'écouter, sur ton téléphone ou sur ton ordi, tu verras à quoi il ressemble. Tu verras qu'il a une allure bizarre. Il possède aussi des particularités qui sont liées plus à son mode de vie. Le kakapo, il est nocturne. D'ailleurs, son nom, kakapo, signifie perroquet de nuit en maori. Et tu vois encore une étrangeté de cet oiseau, c'est que la plupart de ses cousins, leur sens principal, c'est la vue. La plupart des oiseaux, ils comptent d'abord sur leur vue. Mais le kakapo, son sens le plus important pour lui, c'est son odorat. Il possède un énorme bulbe olfactif, tu sais, c'est la région du cerveau qui traite les odeurs, et des narines qui sont très développées. Et ça lui permet de différencier 1000 senteurs différentes. Lui-même, il est très odorant, et d'après ceux qui les étudient, il sent un peu le renfermé, tu vois, le gars qui vit dans la forêt, et un peu une petite odeur sucrée. Et cette odeur-là, elle servirait aux individus à communiquer entre eux. Ils se reconnaissent entre eux à l'odeur. Autre caractéristique dont je t'ai déjà parlé, figure-toi, dans ce calendrier de l'Avent 2025 de Baleine sous Gravillon, c'est que le kakapo, il se repère aussi au toucher parce que lui aussi, il a un beau disque facial un peu comme les chouettes et comme les engoulevents, tu te souviens, je t'en ai parlé si tu as écouté les épisodes précédents, lui aussi, il a des plumes rictales, un peu comme un chat, tu vois, les moustaches d'un chat, eh bien, elles sont pas là pour décorer, ils lui servent quand il fait noir, quand il est dans le noir total, de pouvoir se repérer au toucher, de voir un peu comme un camion, tu sais, qui a des espèces de baguettes de chaque côté pour pas s'encastrer dans un tunnel, pour vérifier qu'il est suffisamment large. Et bien là c'est pareil, ces vibrisses-là permettent à un chat, mais aussi à ces oiseaux, de se faufiler sans se cogner la tête partout. Pour faire un lien avec son nom scientifique, c'est ce disque facial qui lui donne un peu une allure de chouette que vient son nom scientifique, Strigops, en tout cas son nom de genre, et ça veut dire celui qui a une tête de hibou. Comme quoi les noms scientifiques, quand on gratte un peu, on apprend des choses fascinantes. Là, tu vois, tout ce que je viens de te raconter, c'est résumé dans son nom scientifique. Si ces aspects-là t'intéressent, je te renvoie à deux choses. Premièrement, un des 4 frangins de Baleine sous Gravillon, c'est Nomen. C'est le podcast dans lequel on raconte justement l'origine des noms des espèces. Et en plus de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nomen. Je raconte les origines les plus incroyables des noms des espèces. Nomen, les origines des noms des espèces. Alors si tu pensais que le kakapo était déjà suffisamment bizarre avec tout ce que je t'ai dit, eh bien figure-toi qu'il y a encore des choses à dire de dingue sur lui. Notamment la façon dont les mâles séduisent les femelles. Figure-toi que les mâles utilisent ce qu'on appelle des lecs de parade, L-E-K. Le lek, c'est une sorte de petite cuvette. Et en gros, ils vont, si tu veux, faire des concours, des battles de parade et d'affrontement. Et donc, les plus attirants, ceux qui font la danse et les vocalisations les plus jolies, c'est eux qui vont pouvoir s'accoupler avec les femelles et pas les autres. Donc si tu veux, ce lek de parade, il est en général au centre du territoire qui réunit ces messieurs et ces dames. Pour séduire ces dames, les mâles, ils produisent des sons, des booms en fait. Pendant 6 à 8 heures, ils sont infatigables, chaque nuit sur une durée de 4 mois. Ils ont vraiment très envie de séduire. Ils s'investissent énormément pour la séduction, mais alors après, par contre, c'est fini. Dès que les petits sont nés, dès que les œufs sont éclos, c'est ciao. Le mâle est pas du tout concerné par la suite des événements. Il laisse ça aux femelles, quoi qu'on en pense. Ça se passe comme ça chez les kakapos. Alors ce qu'il faut que je te dise maintenant, c'est que c'est important, c'est que ce sont des oiseaux qui sont extrêmement rares et très très protégés. Ils ont failli disparaître, donc maintenant ils sont très surveillés, très protégés, les kakapos. Et en plus de ça, par malchance, ils ont une très faible descendance. Ils se reproduisent en moyenne qu'une fois tous les 5 ans. Truc de fou. T'imagines bien que ça n'arrange pas la situation. Et la raison de cette reproduction très rare, c'est que, en fait, les kakapos, ils se nourrissent de fruits du rimou, qui est un conifère qui n'en produit qu'une année sur 3, voire une année sur 5. Donc tu vois, les kakapos, ils sont dépendants essentiellement, il n'y a pas que ça, mais pour avoir suffisamment d'énergie pour se reproduire, ils dépendent vraiment de la fructification de cet arbre. Du coup, ça n'améliore pas son cas.
En plus, les femelles, elles ne pondent que très peu d'œufs, 1 à 4 œufs à chaque fois. Donc toutes ces particularités, ça rend la conservation de cette espèce qui est très difficile. Elle est en danger critique d'extinction. Depuis la colonisation de la Nouvelle-Zélande par les Européens au 18-19e siècle, le kakapo, il a fait que se raréfier. En plus de les chasser eux-mêmes pour leur viande et leurs plumes, les humains, ils ont importé des prédateurs terrestres auxquels le kakapo il n'était pas du tout adapté, comme les chiens, les chats, mais aussi les rats, les renards, les hermines. Donc le fait qu'il soit incapable de voler et son odeur très facilement détectable sont devenus des handicaps absolument mortels pour cet oiseau. Tu comprends mieux qu'il soit aujourd'hui en danger critique d'extinction. Face à cette situation désespérante, il y a des programmes de sauvegarde qui ont vu le jour dès les années 1890 et il aura quand même fallu attendre 100 ans pour qu'on observe des résultats concrets grâce à la création du Kakapo Recovery Project en 1995 notamment. Et donc là, les effectifs augmentent depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Depuis notamment une précaution radicale qui a été prise, on a déplacé les rares survivants sur 4 petites îles de Nouvelle-Zélande qui sont dépourvues de prédateurs. On a fait ça à partir de 2012 et malgré ça, certains efforts de conservation ont fait plus de mal que de bien. Dans les années 80-90, les scientifiques ont tenté de favoriser la reproduction du kakapo en lui apportant de la nourriture, mais le résultat, c'est que il y a 2 fois plus de mâles qui sont nés que de femelles. Il faut savoir que quand la nourriture est abondante, les mamans elles donnent naissance à davantage de garçons qui ont besoin de plus de ressources que les filles pour pouvoir migrer, attirer les femelles, défendre le territoire une fois qu'ils sont adultes. Et cette inégalité des sexes a rendu l'augmentation des effectifs impossible. Tu vois, comme quoi c'est fin, la protection d'une espèce, ça tient à peu de choses des fois. Et donc c'est seulement au début des années 2000, lorsque les chercheurs ont mis en place un système de nourrissage inégal entre les femelles, et donc ils ont pu mieux contrôler le sexe ratio et surtout le rééquilibrer. Et donc cette initiative, au final, elle a pu faciliter la préservation du kakapo. Tu vois que ça prend des décennies de comprendre une espèce, y compris comment on peut et on doit la protéger. Et donc au final, on est passé de 50 individus en 1999 à 237, c'est précis, en 2025. C'est du x5 en 25 ans, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle sur laquelle je voulais finir cet épisode. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ce que je t'ai raconté, outre le fait que voilà, il y a un oiseau bizarre qui vole pas, etc. Bon, tout ça, c'est un peu l'écume des vagues. La vraie moralité, c'est que pour bien protéger, il faut bien connaître. Comment tu veux protéger ce qu'on connaît pas ? Moi, là, je suis un peu solennel. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour ça que je fais Baleine sous Gravillon. C'est pour ça que j'espère que tu aimes, que tu apprécies. Et s'il te plaît, aide-nous à diffuser ce podcast en le recommandant à tes copains. Et surtout, je te le reprie encore une fois ici, en nous mettant des étoiles et des avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Et ça vaut de l'or pour nous. Parce qu'en gros, ça nous référence mieux et du coup, on est plus facilement proposé aux gens. Donc, s'il te plaît, c'est bientôt Noël. Si tu veux nous aider, fais ce petit geste de nous laisser des étoiles et des avis sur chaque podcast que tu écoutes de notre famille. Baleine sous Gravillon, Combat, Nomen et Petit Poisson deviendra podcast. Tu peux faire aussi ça pour Mécanique du Vivant de France Culture. Voilà, c'était le petit cadeau que je te quémande alors que c'est Noël, que c'est moi qui voudrais t'en faire. Je te retrouve très vite pour le 6e épisode sur 12 du calendrier de l'Avent de Baleine sous Gravillon. Je vais te parler de la crevette menthe pan, un mini char d'assaut du fond des océans qui est capable de claquer ses pinces pour produire un phénomène qui s'apparente au tir d'une balle de fusil et qui tue tout ce qu'il y a à la ronde. Ça s'appelle une bulle de cavitation. L'autre caractéristique de la crevette menthe pan, c'est qu'elle a l'œil le plus perfectionné du monde animal. Voilà, rendez-vous très vite, demain, pour le prochain épisode de notre calendrier de l'Avent. Merci beaucoup pour ta patience, pour ta gentillesse, pour ta curiosité. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.